C'est l'esprit qui déconditionne, pas la pensée. C'est la différence. La pensée. Mais les pensées, des fois, on peut. Moi, je fais du yoga. On vous apprend à les laisser passer. Oui, c'est ce que nous disons. Et ça, je trouve que ça, C'est ce que nous ça disons. apporte beaucoup. Laissez passer le nuage. Laissez passer, voilà. Laissons passer les nuages. Et tout d'un coup, ne nous focalisons pas trop sur les nuages. Et en les laissant passer, tout d'un coup, on peut entrevoir le ciel qui a toujours été là. Les pensées sont transitoires. Elles partent et elles reviennent. Ce n'est pas guère un souci. Par contre, ce qui est formidable, c'est de voir qu'il y a quelque chose, je ne définirai pas, on dit esprit pour simplifier, qui a un caractère immuable, qui a toujours été là. Et quand un esprit qui a été prisonnier du temps sort de ça et découvre l'autre, tout est différent. Tout est différent. Quelque chose qui a toujours été là. Donc vous êtes un homme profondément heureux? J'aime pas les mots trop... Alors vous êtes un homme heureux? C'est une question. Comment dire? Est-ce que vous êtes un homme en paix? Cher monsieur, il existe un silence immense. Et c'est ma maison. Je ne peux pas dire autre chose. Parce que je me méfie des mots. Aussi, la pensée crée des mots. Naturellement, le langage, tout ça. Donc, soyons très libres. Jouons avec les mots, mais ne soyons pas piégés par les mots. Les mots ont une puissance de conditionnement impressionnante. Donc il faut les utiliser à bon escient, le plus juste possible, tout en étant libre et pouvant changer de mot en quelques secondes. Si ce mot-là, bon, c'est pas grave, utilisons une autre chose. Parce que le mot, quand on explore, le mot cherche à décrire quelque chose. C'est ça qui compte, pas le mot. Le menu d'un repas, c'est pas le repas. Ce qui compte, c'est croquer la pomme, pas la description de la pomme. Et nous avons tendance à nous arrêter à la description. D'ailleurs, j'avais trouvé une image amusante pour le mot théorie que je vous disais tout à l'heure. C'était l'art de la contemplation. Et après, on fait une bonne théorie qu'on a longtemps observée. Mais malheureusement, maintenant, les gens contemplent les théories. C'est ce que je veux dire. Et ne contemplent plus le réel. Les mots ont une puissance, un effet hypnotique, le verbal. Ça, ce qui est... Il ne faut jamais perdre de vue qu'un poteau indicateur, ça indique quelque chose. Le poteau lui-même n'a très très peu d'importance. Vous connaissez tous, le sage montre la lune avec son doigt, seul l'imbécile regarde le doigt, mais l'humanité regarde le doigt la plupart du temps. Donc je me méfie un petit peu des mots. J'essaye de ne pas... C'est ça, ne pas faire de halte que je disais tout à l'heure. Ne pas avoir... Ça y est, j'ai trouvé le mot définitif pour expliquer tout. C'est une catastrophe. Non, mais c'est une catastrophe. À un moment donné, c'est vrai, quand on est dans une assemblée, il faut bien se comprendre, obligé de Oui, utiliser un mot. Nous parlons. Ah, oui, non, mais c'est pour ça que vous dites les mots. C'est vrai que les mots ont une puissance dévastatrice. Et les mots peuvent générer la peur. Et nous vivons dans notre civilisation uniquement avec des mots qui canalisent la peur chez les êtres pour les figer. Oui, et vous l'avez justement dit tout à l'heure, on essaie de faire en sorte que l'esprit des gens ne grandisse pas et que les pensées, que l'être humain pense de moins en moins et qu'on pense pour lui. Hein, c'est un peu ça. Et la puissance des mots, on le voit bien à travers, vous l'avez assez justement dit, je vais répéter ce que vous avez dit, avec mes mots peut-être, qui sont peut-être, mais qui veulent dire la même chose en fait. Puisque globalement, de ce que vous avez dit, on a peut-être des petites choses qui diffèrent, mais c'est vrai qu'on pense toujours qu'il y a des petites choses qui diffèrent, mais en fin de compte, sur le fond et sur la forme, on partage quand même une globalité, c'est ça. Mais les mots, c'est une puissance dévastatrice, bien sûr. Oui, et puis en même temps, en parlant, en échangeant comme on échange, en étant précautionneux avec les mots peuvent aussi faire naître une certaine qualité de beauté, une certaine qualité d'écoute, une certaine affection. Donc,
c'est ce qu'il y a derrière les mots qui crée quelque chose. Quand la parole est juste et qu'elle tombe comme un fruit mûr, ça apaise beaucoup. Parce que beaucoup de gens disent oui, l'intellect, il faut toujours parler, il faut toujours parler. Je dis oui, mais alors quelle est votre solution? Il faut rester en silence. Et dans le silence, il y a des malentendus quand même. Donc le silence n'est pas la solution. Il y a plein de gens qui vivent en silence. Et alors, au contraire, il faut réapprendre à communiquer de manière sensible. Et ça, c'est tout un exercice de... Et quand je fais des rencontres, parfois sur une journée des séminaires, on prend le temps. Et là, il y a vraiment des... On fait naître de la beauté, quoi. Et vraiment, tout d'un coup, on se rend compte que... Non, mais cette vie, elle est belle. Cette terre, elle est belle. Et les êtres humains sont beaux. Et on redevient sensible, en fait. Il faut vraiment cultiver cette chose-là. Vous savez, c'est quand on a cette sensibilité que l'amour arrive. Excusez-moi de ce terme. Et c'est pas un mot, naturellement. C'est pas un mot. Ça ne se décrète pas. Ne réduisons pas toutes ces subtilités à des slogans. On est dans une société de slogans. Hein. Être présent au présent, enfin, vous savez, toutes ces vieilles lunes qu'on répète, ça a peut-être du sens, mais la plupart des gens qui répètent, on a l'impression que, mais attendez, n'en faites pas un slogan, s'il vous plaît. N'en faites pas un slogan, comme un argumentaire commercial, quoi. Je suis attristé parfois de voir certaines choses, quoi. Donc, Et est-ce que vous ne pensez pas que des fois c'est peut-être une incompréhension, peut-être qu'on a une forme... On connaît très peu l'autre, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Hein. Connaître son voisin, connaître son épouse. Il y en a qui ne connaissent pas leur épouse, il y en a qui ne connaissent pas leur mari. Ils se connaissent, ils se côtoient chaque jour, mais ils ne se connaissent pas. Il y en a qui passent toute une vie ensemble sans se connaître. Je dis heureusement. Oui. Ah oui, c'est votre point de vue. Ça peut être aussi ce que vous dites tout à l'heure, qu'une fois qu'on la connaît, c'est un petit peu morose. Ah oui, une fois que... Oui, ça peut. Il y a du yin et du yang aussi dedans, quoi. Oui, mais. Et d'ailleurs, il ne faut pas chercher. Enfin, à la limite, je ne sais pas si. Enfin, je parle pour moi, pour ce que j'ai fait. Je n'ai pas l'impression que ça m'a apporté beaucoup de choses de vouloir savoir qui est mon mari, par exemple. On peut jamais le savoir. On n'a pas le droit de violer. Hein? On n'a pas le droit de violer intellectuellement. Oui, non, mais je dis de chercher à... Non, je pense que c'est dans une attitude... On ne saura jamais totalement... De toute façon, on ouvre les choses, puis ce qui vient, ce qui ne vient pas, vient pas. Puis l'être humain est un être complexe en mouvement. Ce que vous saurez demain, ce sera différent. Et soi-même, on change, heureusement, on change également. Si vous voulez, c'est un peu le défaut, entre guillemets, je mets des guillemets là, parce que c'est un terme péjoratif, c'est un petit peu le défaut de la pensée. La pensée ne peut pas accompagner dans le présent le mouvement immédiat de la vie. Voilà, on va dire ça comme ça. Elle peut accompagner une chose quand la mémoire est efficace, construire une maison, construire un pont, quand un savoir est nécessaire, la pensée, même le yoga, hein, il y a un savoir, donc il n'y a pas de souci, mais un mouvement très rapide, dans le présent, la pensée ne peut pas l'accompagner. Et dans ce mouvement très rapide, il y a la psyché, il y a les relations humaines et il y a la beauté de la vie. Et ça, la pensée ne peut pas l'aborder. Malgré tout, elle fera tous les efforts, elle va dire si, je peux. Mais elle ne le peut pas. La sensation. Voilà. Donc, découvrir un sentiment de liberté sans borne, infini, et un grand, grand sentiment de paix. Et là, on va voir les gens, on leur dit, mais il n'y a pas que la pensée, messieurs, dames, qui existe dans le monde. Pour qu'ils peut-être s'approchent de ça et qu'on vive mieux ensemble. Hein? On peut se contenter d'une société humaine fractionnée, divisée, luttant avec elle-même, où on peut essayer de créer, d'engendrer autre chose, hein, engendrer dans le sens de créer. Hein. C'est une nouvelle culture, en fait, que cela n'a jamais existé pour moi. Nous avons une nouvelle culture
à créer parce que nous vivons dans un monde unique. Maintenant, hein, les distances sont plus courtes, on a une grande communication, il y a la mondialisation et tout le monde ressent ça comme une difficulté. Mais en fait, c'est peut-être le contraire. Si on savait bien s'y prendre, cette mondialisation pourrait être une chance pour l'humain de créer une nouvelle culture qui ne soit pas une pensée unique. Hein. On ne va pas faire une dictature, Non, tout à fait, une nouvelle théologie non, unique, on peut pas. mais créer une nouvelle culture De penser. de paix et d'exploration de l'esprit comme on n'a jamais fait. Parce que, vous savez, nos parents, il n'y avait pas les neurosciences, par exemple. Il y a toute la science qui est là. Il y a beaucoup de données qu'on a du mal à que cela forme un tout cohérent, si vous voulez. Les anciennes idéologies ne marchent plus. Hein. On a parlé de la politique, les religions, l'économie. Il y a des grandes difficultés. Il y a plein d'informations éparses. Je crois que le monde contemporain a du mal à avoir une cohérence avec tout ça, parce qu'il est trop accroché sur son passé. En fait, moi, les neurones, ça m'a jamais posé aucun souci. La pensée étant biologique, ça m'a jamais posé aucun souci. Et que l'esprit n'est pas biologique, n'a rien à voir avec la pensée, ça m'a jamais posé aucun souci. Mais je sais que les générations précédentes, quand on dit la pensée est biologique, la pensée n'est pas l'esprit, eh ben c'est trop gros, ça passe pas, ça passe pas. Il y a un problème de générationnel, on va dire. Pourtant, c'est un fait. La pensée n'est pas l'esprit. Donc, pour moi, il y a vraiment une nouvelle culture et presque un nouveau langage libre à créer. Il y a beaucoup à faire. C'est pour ça, dans mes livres, j'ai mis un petit stick. Moi, ça tourne autour de ce qu'on appelle, entre guillemets, un peu la spiritualité laïque. Comprendre son esprit, mais libre de toute religion ou cercle ésotérique. Hein. Il n'y a pas que les religions. Hein. Libre de toute structure. Mais une fois qu'on a mis ça de côté, il faut aller au charbon. Il ne faut pas dire oui, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas bouddhiste, donc tout ça ne me regarde pas, mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il faut creuser. C'est l'acceptation du monde tel qu'il est, de chaque personne. Accepter voilà. soi-même, ouais, c'est s'accepter. Voilà. Que Accepter ce qui est, les avis de chacun, sans jugement, et voilà. C'est l'essentiel. Mais remettons tout en cause. Moi, même l'acceptation, je la discute. Je ne suis pas sûr. Moi, je suis d'accord avec vous. Il pleut. Est-ce que je dois accepter la pluie? J'ai pas à l'accepter ou pas à l'accepter. La souffrance. C'est pas le terme alors. Oui, je sais pas. Le terme je. Parce que, vous savez, un mot entraîne. Le monde est tel qu'il est. Oui. Voilà. Mais, il pleut. Oui, voilà. Mais il y a des choses qui posent pas problème. Par contre, il y a des choses qui posent problème. Ah oui, c'est sûr. Et donc, certaines choses, je ne peux pas les accepter. Ah oui, il faut s'indigner. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, ça c'est super. Parce que en employant un mot, c'est pas personnel ce que je dis, un mot entraîne une certaine attitude, et en fait, il faut regarder ce que représente. Sur toutes les facettes, certains mots dans certaines circonstances sont pas de souci, mais dans d'autres, pas normal. Donc, oui, ou s'accepter, ou je sais pas, il y a beaucoup de mots qu'on utilise. Disons que si on apprend peut-être, si nous on arrive à garder un équilibre aux enfants, comme vous faites, à les éveiller différemment. Voilà, c'est surtout ça, c'est éveiller les gens différemment. Et il y aura beaucoup moins de violence, voilà, éveiller les gens aux différences qui existent dans ce monde. Mais si vous le faites vous-même, cela se fera. C'est comme un soleil qui rayonne. C'est pas le mot propage, c'est horrible le mot propager, c'est propagande. Ça rayonne. Ça rayonne, c'est ça. Mais c'est euh, comme quand quelqu'un, par exemple, quelqu'un arrive énervé, je prends un exemple X, quelqu'un arrive énervé, et la pièce est calme, et ben le gamin il va... Oui. Ou alors, moi je prends toujours les gamins, bon, bien sûr, c'est mon truc. Les grands, les petits, les moyens, les gamins de 20 ans, 30 ans, 2 ans, on s'en fiche. Et en fait, la posture, mais pas la posture professionnelle, non. La posture de la vie intérieure, elle impose quelque chose. Elle impose, mais pas dans le sens péjoratif encore une fois du terme. Moi, ça m'est arrivé d'arriver dans une pièce où il y avait un chahut pas possible de gamins, et où j'arrive, et rien que le fait d'arriver, je sais pas,
quelque chose qui respire, quelque chose... Et ben ça impose le... Ça va, on va pas se faire du mal là, hein, Et j'ai encore rien dit. Je vais dire après, mais j'ai rien dit. Et souvent, je me suis demandé pourquoi. Et je me suis dit, mais moi, on se moquait de moi quand j'étais plus jeune et que je disais, moi, j'aime que les gens gentils. Ah, bah alors là, ma pauvre, t'as pas fini d'en baver, c'est que les gens gentils. Mais en fait, je disais, mais il y en a plein des gens gentils. C'est rare. On me disait, mais t'as pas souffert du racisme? Ben non. Ah bon, c'est bizarre. Pourquoi c'est bizarre? Je vous donne un exemple parce que voilà. Hein, peut-être tu auras un truc pas normal. Il y a ça, ou alors, ah bon, mais t'as perdu quelqu'un, mais quand même, ça fait pas longtemps qu'il est mort. Oui. Et alors quoi? Et en fait, voilà. Et je trouve que c'est l'essence même de la vie. Parce que vous le vivez au moment où vous le vivez. Vous ne le vivez pas au moment où vous l'avez maturé ou transformé. Ça va très vite, la pensée est fugace en fait. Très fugace. C'est subtil, c'est éphémère. Ça. Et c'est le mouvement de la vie. Et ce mouvement, c'est la vie. Enfin, moi je dis la vie parce que la vie, pour moi, c'est la vie, quoi. Et tout est vie. Tout est vie, on est tous vie. Et voilà, ça demande qu'à... Il ne faut pas oublier que on a envie de chercher la lumière, on voudrait cet état de lumière qui est fantastique, mais la lumière, elle ne peut pas exister sans l'ombre. Ah oui, bah, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et ça, il faut l'accepter. Qu'est-ce que vous entendez par là? La lumière je pense, le bonheur ou le malheur? Non, je dis... par exemple, tout à l'heure, vous parliez de la mondialisation, qui apporte énormément de bonnes choses. Mais quand on regarde la nature, toutes les fois qu'il y a dilatation, il y a toujours une phase de contraction après. La nature, elle est comme ça. Donc, toutes les fois qu'il y aura de l'expansion pour quelque chose, il y aura des organismes, il y aura des gens qui vont lutter et qui vont se refermer. Donc on ne peut pas rentrer dans une utopie. Il faut bien avoir en tête, je trouve qu'on espère tous cette dilatation, mais on a notre pouvoir, il est vraiment limité parce que la nature ne nous apprend pas la nature, c'est les tonnerres, les volcans, les séismes, la destruction. C'est tout ça, c'est la destruction, c'est pas que la plage. Ah non, non, le monde des bisounours n'existe pas. Alors ça nous rend bien petits en disant, ben, on fait ce qu'on peut, mais c'est accepter aussi que les autres soient pas comme nous. C'est clair. Et moi, je vais même employer les pensées mauvaises, eh ben, elles existeront toujours. Oui, ben, je vais même employer un terme encore plus qui va peut-être surprendre quelqu'un. Malgré tout ce que peuvent faire les hommes, et j'espère feront les hommes, vous m'excuserez de ce que je vais dire, mais le mal existera toujours. Même au sein d'une communauté de gens très sages et tout ça, qui sait dans une ou deux générations qu'est-ce qui va se passer. Pour ça qu'il faut être vigilant et d'une humilité. Alors on fait ce qu'on peut, par contre il faut faire les choses. Mais par contre, nous ne prenons pas pour des super-héros, on va tout régler, on va être une communauté d'éveillés et tout va baigner. Il faut surveiller tout ça comme un chat derrière le truc où la souris va sortir, hein, parce qu'on peut se tromper, hein, on peut se tromper. Une petite question, d'où viennent les émotions? Qu'est-ce qu'une émotion? C'est une pensée, mais qui a priori a autre chose. Alors, émotion, quand on émotion, c'est quelque chose qu'on ressent, c'est quelque chose qui vient, c'est probablement je suppose qu'il y a une pensée derrière, et du coup, mais c'est une pensée différente. Un émoi, quoi. L'émotion, c'est lié aux émois. Oui, quelque chose, ça peut être de la joie, ça peut être... Dans la pensée, il y a un processus. De là vient souvent l'émotion. Oui, il y a des fois, on peut le ressentir profondément. Le sort de là, souvent l'émotion. Voilà. Ça peut être... Je ne sais pas si... Ouais, je pense que c'est un mélange, hein, émotion. C'est un mélange, elles sont fabriquées. C'est physique, mais la pensée y participe aussi, hein, je pense. C'est tout un mélange d'interactions. On écoute de la belle musique, en Ave Maria, et on est ému, on est emporté. C'est un mélange, parce que moi, la pensée peut être au milieu des choses, ça ne me gêne pas, mais dans ça, il me semble que la pensée a son rôle, qui participe,
Il y a le sens, hein, on est touché par la beauté du chant, et puis l'Ave Maria, voilà, sans être croyant, mais on peut être touché par la beauté de la chose. Moi, je pense que c'est un mélange. Hein, après, il faudrait mieux définir ce qu'on appelle l'émotion, naturellement, parce que c'est... émotion, sentiment, vous voyez, ressenti, il y a des termes très proches qui paraissent similaires. Parfois, moi, dans mes rencontres, je vais mettre du petit Robert, hein, qui, malgré son nom, est un énorme bouquin où il y a la définition étymologique et tout ça, parce que parfois c'est utile. Mais la pensée rentre dans pas mal de choses, et il me semble qu'elle peut participer à ça. Et elle peut participer aussi pour créer une émotion factice. Comme je disais tout à l'heure, une émotion des religieux avaient des visions, même des hystéries collectives. Hein. Pour eux, c'était des émotions très très fortes. Pourtant, c'est une création de l'esprit. Hein. Les joueurs de football peuvent avoir des émotions extraordinaires quand bon. On peut comparer ce que l'on vit au quotidien comme le phénomène des rêves. C'est-à-dire que c'est quelque chose, une pure création de l'esprit. C'est-à-dire que dans un rêve, il peut y avoir des tas de bonhommes, des tas de choses, mais ce sont des pures créations de l'esprit. Dans le rêve, oui. Croyez-vous que c'est l'humanité qui a créé la montagne, l'océan, les forêts? Il ne me semble pas. Non, mais je veux dire, enfin, je me suis exprimé en fait, c'est que dans notre quotidien, je dirais, est-ce que on vit pas les choses réellement? Oui, donc c'est comme okay. C'est quelque chose qu'on imagine, quoi, en fait, hein, puisque c'est pas la réalité. Tout à fait, j'avais pas exactement saisi. Ouais. Oui, tout à fait. C'est ce que je disais, quand la pensée prédomine dans l'esprit, elle nous fait vivre dans l'imaginaire, et par exemple, nous pouvons vivre uniquement avec l'objectif de devenir PDG de la société et avoir cet objectif fixe et passer à côté de la vie, ou avoir une grande maison avec 3 piscines. Et c'est une focalisation, l'esprit se focalise là-dessus, c'est purement imaginaire, mais l'esprit met toute son énergie pour atteindre cet objectif. Et naturellement, on passe à côté de la vie. Hein. Et les religions ont reproduit ça en disant l'objectif, s'unir à Dieu, et on passe à côté de la vie. S'unir à Dieu, il faut se discipliner, se contraindre, ne pas avoir de relations affectueuses, sexuelles, enfin, plein de contraintes. Oui, la pensée fait que nous vivons dans l'imaginaire. Moi, j'en suis convaincu. On a perdu le réel. Et mon imaginaire n'étant pas le même que le vôtre, on est comme sur 2 rails. On ne se rencontre jamais. Seul l'amour fait la rencontre. Le virtuel renforce, c'est sûr. C'est sûr. Comment vous percevez l'amour? L'amour existe quand le moi n'est pas là. Oui, c'est la suppression de l'ego. C'est tout simple. Pour que le soi ne soit pas là, il faut bien avoir compris le moi. Moi, je ne fais pas de différence entre le soi et le moi. Non, parce que vous me dites, l'amour, c'est quand le soi n'est plus là. Le moi n'est plus là. Mais pour comprendre le moi, il faut bien avoir compris qui on était. Oui, mais cette compréhension n'est pas là. Ce n'est pas le moi qui comprend, c'est l'esprit qui comprend. Alors, donc dans l'amour, moi je distingue, en tout cas c'est ma... Si vous voulez, l'amour c'est l'absence d'égocentrisme. Je suis d'accord. Voilà, c'est tout simple. On arrête de penser à soi et on s'ouvre. Non mais c'est... Le moi, c'est le centre. Et tout tourne autour du centre. C'est ça l'égocentrisme. Je ramène tout à moi. Je vais voir les autres pour qu'ils me donnent quelque chose. Et l'égocentrisme, le moi, peut s'emparer du coucher de soleil. Vous êtes d'accord pour comprendre? Et c'est pour ça que les gens qui aiment souffrent bien moins que les autres. Parce que quand on perd un peu son ego, on a beaucoup moins de souffrance. On se rend compte qu'on n'a pas le monopole de la souffrance. Oui, ça déjà, ouais, on n'a pas de monopole. Pour découvrir son amour, chacun son expérience. Hein. C'est peut-être que les mots ne sont pas forcément bien à la bonne place et peut-être qu'on ne s'entend pas sur des mots. En fait. Excusez-moi, parce que pour moi l'esprit c'était la pensée c'était l'esprit. En tout cas, juste avant de venir.
Beaucoup, la plupart des gens ont ce sentiment. C'est très récent. Hein. C'est très récent. D'accord. Donc pour moi, c'était l'esprit, c'était mon corps. Oui, en Occident, c'est l'approche... les pensées, le mental, quoi. Oui, le roseau pensant, voilà, c'est l'Occident a mis en valeur cela. Voilà. Bon, c'est juste qu'on découvre qu'il y a un complément. C'est pas une négation, il y a un complément. Voilà, comme il y a le jour, la nuit. Voilà. Est-ce qu'on peut imaginer que je le matérialise avec mon petit esprit? Vous êtes parti, vous étiez Attends, sur l'amour. Non, allez-y. Non, vous étiez sur l'amour, je crois. Allez, Quand madame... Allez-y. Oui. Ah, parce que vous n'avez pas entendu. Non. Non, on disait que, en tout cas en ski, c'est vrai qu'on a tellement son expérience dans lequel on trouve quelqu'un, on n'est pas d'accord parce qu'en fait, compte, on n'a pas vécu sa propre expérience comme ça. Donc, c'est pas qu'on a tous un chemin différent pour aller chercher les autres, avec tous notre histoire différente. D'où nous sommes tous différents. Et il n'y a pas forcément de règles. C'est pas à cause qu'il y a des scientifiques qui ont dit que c'était comme ça, que c'est comme ça. Moi, je n'y crois pas. Les scientifiques peuvent se tromper. 2 et 2, ça ne fait pas toujours 4 tableaux. Hein. Exactement. Donc, en fait, tout ce qu'on nous dit, ou là, on veut nous, dans l'éducation, aujourd'hui, en tout cas, je m'interroge beaucoup et mon esprit s'interroge beaucoup sur beaucoup de choses. Mais ça veut dire qu'on peut respecter quand même ce que la personne nous dit. Ça ne me plaît pas, mais je respecte qui dit. C'est pas comme ça que je vois, mais ce qu'il a annoncé dans l'espèce de son esprit et de sa pensée à travers quelque chose, tiens, il y a quelque chose qui m'interpelle, je retiens ça. Et je le rajoute avec ça. Et ça me donne ma vérité. Et non pas la vérité. Mais on va bientôt... mais par contre, vous voyez, au départ, évidemment, on a l'impression que c'est son propre voyage. C'est sa propre exploration. On commence par là, on ne peut pas faire autrement. On commence par sa compréhension personnelle. Mais à un moment donné, il y a quelque chose de différent qui se passe. Si le mois tombe, on se rend compte que le voyage spirituel, ce n'est pas une expérience personnelle. C'est l'esprit qui s'explore lui-même et ce n'est pas mon esprit. Et ça devient une dimension très, 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 très différente. Parce que sinon, ce serait de la nourriture égocentrique. L'ego s'empare de tout, évidemment, on le sait très bien. Hein. Et donc, donc, ce n'est pas un voyage personnel. Par contre, comme je le ressens, il y a un même monde pour tout le monde. Il y a un même réel, il n'y a pas plusieurs réels. Et vu qu'il n'y a pas plusieurs réels, c'est bien pour cela que nous pouvons nous rencontrer. S'il y avait plusieurs mondes parallèles, chacun dans son monde parallèle, nous ne serions jamais unis. Et quand deux êtres s'aiment, de manière pure, ils découvrent ce monde qui est leur monde. C'est pas mon monde additionné au tien, c'est le monde. L'amour, c'est découvrir ce réel, cet espace illimité dans lequel tout existe. Et je vous ai coupé, excusez-moi. Non, pas tout. Non, je pensais justement aussi par rapport à ce que disait madame tout à l'heure. Enfin, c'est presque une adaptation au réel de chaque être, non? C'est pas chercher à savoir, c'est presque... si on veut faire partie, ça marche pas. Ah non, c'est pas ça. On est ça. Voilà, c'est ça. On ne vit pas dans la nature, on est la nature. C'est ça. Oui, hein, c'est ça. On est ce mouvement. On n'a pas à comprendre ce mouvement. Si tout d'un coup on se rend compte qu'on est soi-même ce mouvement. On n'est pas séparé de la vie. La goutte d'eau n'est pas séparée de l'océan. Et cette compréhension profonde fait que tout à coup, cette goutte d'eau, on se rend compte que c'est qu'une affirmation verbale, que ce qui existe, c'est l'océan. Et pas de quand on voit un océan, on ne voit pas des multitudes de gouttes d'eau collées les unes contre les autres. Il n'y a pas de gouttes d'eau. Il y a un océan immense, en mouvement. Il y a du mouvement dans cet océan. C'est au sein de cet immense mouvement qu'existe l'amour. Oui, d'ailleurs, si on se laisse porter par ce mouvement, c'est encore plus facile, je trouve. Mais on est ça. Ce mouvement, c'est ça que je trouve le plus difficile.
ce sont ces réticences qu'il y a soit dans son propre esprit, soit dans... Par rapport aux réticences, la toute première chose, c'est de ne pas être agacé vis-à-vis d'elle. Vous voyez? Parce que l'agacement est déjà une réticence à la réticence. Et on devient fou là. Donc, être tranquille avec ces choses qui... Voilà. Le problème, c'est que les pensées cherchent toujours à conceptualiser quelque chose. C'est clair. Donc il faut quelque chose de conceptuel, quoi. Il faut... Oui, mais il faut juste, on va finir, il faut juste se rendre compte qu'il y a des choses complexes de la vie que la pensée ne peut pas conceptualiser. Il y a le mystère, au sens entre mais c'est plus fort que... c'est ce que nous pensons. Ah oui. C'est la pensée, nous pensons. Oui. Mais non, il y a des choses qui sont au-delà de cela. Mais je veux pas... Je pense que... Enfin, sauf si quelqu'un veut quelque chose qui lui tient à cœur, hein, mais... tout. Je pense qu'on a, on a exploré certains aspects. On ne peut pas tout voir en une conférence. Hein, mais bon, j'ai un site internet, hein, vous pouvez aller voir si vous voulez. Donc il y a d'autres rencontres organisées dans la région. Je suis sur le Rhône-Alpes, hein, de toute façon. Je suis mauvais public, je n'ai pas entendu. Peut-être que je n'ai pas assez cultivé avant de venir qui vous étiez profondément. Vous avez de quelle base et vous faites quoi dans la vie? Je fais ça. À travers la donc, philosophe, vous vivez de votre métier. Oh, je survis. Je survis, cher monsieur. J'essaye de survivre en faisant des conférences, 4 bouquins et quelques séminaires de temps en temps. Mais c'est mon activité principale et on ne vit pas vraiment de ça. Vous avez mon site tout en bas, l'affiche. Ah voilà. Ils sont...